Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, des camps de migrants en dehors de l'Europe, en Afrique du Nord ou dans les Balkans. C'est l'idée qui pourrait réunir tous les dirigeants européens la semaine prochaine, y compris Macron et Merkel. Ils l'ont dit hier à Berlin. Aux États-Unis, Trump et son administration prise à partie sur la séparation des enfants de parents migrants. Indignation générale, mais Trump tient le cap. Les services de renseignement français recrutent dans les facs et les grandes écoles. Nous avons besoin de chercheurs et d'universitaires, déclare le directeur de Tracfin, Bruno Dalle. Interview Europe 1 avec Alain Acco. Où sont les alternatives sérieuses au glyphosate? Comment imaginer la sortie de l'herbicide le plus utilisé d'ici 3 ans? Dossier brûlant pour le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert, invité d'Europe 1 dans un quart d'heure. Dans ce journal, la politique, LR qui se déchire sur la hausse du SMIC, la guerre commerciale américaine qui met toutes les bourses dans le rouge, nous dira Nicolas Barré, et le retour des Formule 1 au Castellet sur le circuit Paul Ricard, 28 ans après la dernière course. Ce n'est sans doute pas la solution miracle, mais c'est une piste qui pourrait rassembler dans 10 jours tous les dirigeants européens des centres de transit pour les migrants en dehors de l'Union européenne. Jusqu'ici, l'Allemagne et la France tordaient le nez à cette idée poussée par les pays d'Europe centrale et désormais par l'Italie. Plus maintenant, Emmanuel Macron n'y voit pas d'objection. Il l'a dit hier aux côtés d'Angela Merkel. Toutes les initiatives concrètes qui permettent de préserver la vie de ces femmes et ces hommes et éviter un afflux de femmes et d'hommes qui n'ont aucune chance d'obtenir l'asile, mais sont là pour des raisons économiques, est un bon mécanisme. Il faut être là-dessus très pragmatique et le faire sous la supervision des Nations Unies. Et donc c'est, je pense, la réponse la plus efficace. Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. Où serait-il installé et à quoi pourraient servir ces camps de migrants? Eh bien, il servirait à accueillir les migrants sauvés dans la Méditerranée. Le document qui décrit le concept ne parle d'ailleurs pas de camp. Non, il parle de plateforme de débarquement régional. Une plateforme pour les bateaux qui se portent au secours des candidats à l'exil. Aujourd'hui, l'Aquarius et les autres se dirigent vers l'Union européenne. Là, les Européens veulent solliciter d'autres pays du pourtour méditerranéen. On entend ici les noms de l'Albanie, de la Tunisie et même de la Libye. C'est dans ces centres de transit que les demandes d'asile seraient examinées et seuls ceux qui rempliraient les conditions recevraient leur ticket pour l'Europe. Le gros avantage pour l'Union européenne, c'est qu'elle n'aurait plus à se préoccuper des migrants économiques qu'il faut renvoyer. Elle se déchargerait sur d'autres. Alors, cette idée est dans l'air du temps depuis longtemps. Elle était poussée par les pays les plus anti-migrants comme la Hongrie ou plus récemment l'Italie ou l'Autriche. Désormais, c'est une proposition très officielle écrite noir sur blanc dans le document qui prépare le sommet européen la semaine prochaine. Isabelle Horry en direct de Bruxelles. Aux États-Unis, le tollé ne faiblit pas sur les séparations d'enfants de migrants. Vous en parlez hier sur les télés américaines. Les cris de ces enfants arrachés à leurs parents alternent avec les prises à partie de l'administration Trump. Cette nuit, image rarissime, le président lui-même a été interpellé par des parlementaires dans les couloirs du Capitole. Vous avez des enfants, monsieur le président. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous sépare de vos enfants? Lui a crié un élu démocrate. Mais l'indignation gagne aussi les rangs républicains. Et puis, autre image de la nuit, la ministre de la Sécurité intérieure, Kirstjen Nielsen, dont le dîner dans un restaurant mexicain de Washington a été brutalement interrompu par une poignée d'activistes. Tant que les enfants ne vivront pas en paix, vous ne mangerez pas en paix. Madame Nielsen, comment pouvez-vous prendre plaisir à manger mexicain? Vous déportez, emprisonnez des dizaines de milliers de personnes venues demander l'asile aux États-Unis. Arrêtez de séparer des familles. Shame, honte. Kirstjen Nielsen, juriste de 46 ans, inconnue jusqu'à ces derniers mois, désormais en première ligne sur la tolérance zéro voulue par le président américain. Autre effet Trump, cette fois sur le commerce mondial. Nicolas Barré, tous les marchés boursiers de la planète sont dans le rouge. Et oui, le président américain qui se vantait de la hausse de Wall Street après son élection, a déclenché une tempête boursière. Le climat de guerre commerciale inquiète partout dans le monde et pousse les investisseurs à vendre leurs actions et à miser sur des placements moins risqués. Du coup, les marchés boursiers vacillent. Ça n'est pas encore le krach, mais les risques s'accumulent. L'onde de choc de la politique commerciale de Trump atteint même les marchés de matières premières. Les prix du soja, du blé, du maïs ont chuté de 15% en 3 semaines de crainte d'un ralentissement de l'économie mondiale. Et en faisant la guerre à la Chine, Trump prend un autre risque. Oui, il se fâche avec le premier banquier de l'Amérique qui le lui rend bien depuis 2 mois, discrètement
discrètement, sans le dire, les Chinois vendent des obligations du Trésor américain. Le secrétaire au Trésor de Trump s'en inquiète depuis quelque temps car l'État fédéral américain est censé emprunter 1000 milliards de dollars cette année pour financer le programme américain de Trump. Or, sans la Chine, ce programme d'emprunt est intenable. Et voilà comment, par sa politique de sanctions commerciales, Trump est en train de déclencher une double crise boursière et, plus grave pour lui, crise de financement de l'État américain. Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, merci. Europe 1, 8h05. Laurent Wauquiez, tu l'aimes ou tu le quittes? Ainsi va la vie chez les Républicains. Virginie Calmels, limogée de la direction et qui était venue chercher ses affaires hier au siège de LR, rue de Vaugirard, s'est vue interdite d'accès à son bureau par un vigile. Elle a retrouvé ses affaires personnelles entassées dans un carton posé sur le comptoir de l'accueil avec simplement écrit au marqueur V. Calmel. Information du JDD confirmée dans la nuit par l'intéressé. Oui, tout est vrai, a tweeté l'ex numéro 2. Et maintenant, je vous présente le numéro 3, Guillaume Pelletier, qui lui aussi a mis le bazar dans son parti hier en suggérant d'augmenter massivement le SMIC jusqu'à 20% de hausse. Aurélie Herbemont. Guillaume Pelletier le reconnaît, c'est un tabou à droite, mais il assume. Regardez, même Cameron l'a fait en Angleterre. C'est un antilibéral, Cameron ? Ses arguments n'ont pas convaincu tous ses camarades. Olivier Dassault ne peut retenir un petit rire en entendant hausse du SMIC. Il faudrait commencer par baisser les impôts de 15 à 20%. Il faut en fait aller en dessous du SMIC, surtout pour des jeunes. Des salaires inférieurs au SMIC suggère-t-il un nouveau grand écart à droite. Guillaume Larrivé, lui, dit oui au débat, non au délire en dénonçant une idée néo-communiste. Quant à Philippe Gosselin, il semble atterré. On va finir par être un peu plus à gauche que la France insoumise. Donc il va peut-être falloir qu'on arrête un peu d'amuser la galerie. Ça commence à m'inquiéter ce qui se passe dans mon propre parti, je ne vous le cache pas. Les libéraux s'étranglent, mais le gaulliste social Daniel Fasquelle dit bravo à Guillaume Pelletier. Je le remercie d'avoir ouvert un débat qu'il est nécessaire d'ouvrir dans notre pays, celui de la question de la rémunération des salariés les plus modestes. Le débat est ouvert dans notre famille, glisse un proche de Laurent Wauquiez, mais on précise que c'est une idée de Guillaume Pelletier, pas de la direction. Aurélie Herbemont. La CGT cheminot pourrait poursuivre la grève tout l'été. C'est en tout cas ce que va proposer ce matin le secrétaire général Laurent Brun, invité sur Europe 1 à 7h20. Et pas seulement donc sur le week-end des 6 et 7 juillet. L'UNSA, vous le savez, elle s'arrête le 28 juin et ne continuera pas le mouvement à la SNCF. 2 jours en Bretagne pour Emmanuel Macron avec une série de rencontres et de discours, notamment sur la pêche et les éoliennes en mer. Parmi les ministres qui vont l'accompagner, celui de l'agriculture, Stéphane Travert, qui doit à la fois mettre en musique le développement du bio et trouver une voie de sortie au glyphosate, herbicide qui apparaît indispensable à beaucoup d'agriculteurs et dont Emmanuel Macron a promis l'interdiction d'ici 3 ans. Mais les alternatives crédibles font toujours défaut, Caroline Philippe. Il n'existe aujourd'hui sur le marché aucun produit de substitution au glyphosate. Certains herbicides sont plus chers, d'autres moins efficaces. Selon les agronomes, c'est le seul capable de tuer toutes les mauvaises herbes sans avoir à travailler le sol. Pour l'instant, la seule alternative, selon Éric Thirouin, secrétaire général adjoint de la FNSEA, combiner différentes méthodes. Aujourd'hui, les solutions miracles en disant on remplace un produit par un autre produit, ça c'est pas possible. On est forcément dans des démarches un peu plus compliquées avec une multitude de pratiques à la fois mécaniques, à la fois de dates de semis, donc de pratiques agronomiques et à la fois peut-être certains produits. Donc on a besoin de temps pour pouvoir adapter nos cultures et nos pratiques agricoles. Mais ces actions dites mécaniques, le labour entre 2 récoltes de blé par exemple, c'est du temps de travail et des dépenses supplémentaires pour les agriculteurs. La FNSEA demande à l'État de les soutenir pour qu'ils puissent s'adapter. Ultime espoir, un désherbant naturel développé par un Breton. Mais ce produit, qui serait aussi efficace que le glyphosate, selon lui, n'est pas encore homologué par l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement. Impossible donc pour l'instant de le commercialiser. Oui, ce produit, c'est l'Osmobio, pour lequel l'ANSES a rappelé récemment que le fait d'utiliser des substances d'origine naturelle n'apporte pas de garantie d'absence de risque, aussi bien pour la santé que pour l'environnement. Le produit n'a toujours pas pu être évalué. Le ministre Stéphane Travert sera donc notre invité dans quelques minutes à la fin de ce journal. Et dans un instant, la suite, quand les services de renseignement recrutent dans les grandes écoles. Europe 1. À 8h10, la suite du journal. Patrick Cohen. Les services secrets sont de moins en moins secrets. En réalité, ils préfèrent se dire discrets, ces services de renseignement qui veulent s'ouvrir
au monde réel, attirer toutes sortes de compétences et notamment séduire étudiants, chercheurs, universitaires. C'est le sens d'un séminaire qui vient d'avoir lieu à Sciences Po et auquel vous avez eu accès pour Europe 1, Alain Acco. Oui, c'était un moment quasi historique. Les patrons des 6 principaux services de renseignement français, côte à côte, face à un amphithéâtre d'étudiants et de chercheurs. Le coordonnateur national Pierre Bousquet-de-Florian expliquant que les opérationnels du renseignement doivent être éclairés par des sachants extérieurs. Dans ce milieu paranoïaque et opaque, longtemps replié sur lui-même, s'afficher ainsi en pleine lumière, c'est quasiment une révolution qui était déjà en cours en coulisses. DGSI, DGSE, DRM, à Tracfin, le service de renseignement du ministère des Finances. Les effectifs ont bondi de 50% en 3 ans. Le patron de Tracfin, Bruno Dalle. On est tous confrontés au besoin de diversifier nos profils. Moi, j'ai à la fois des contractuels qui connaissent des langues rares, des personnes qui viennent du secteur privé, notamment de départements de conformité, de grandes banques, de structures d'intelligence économique, qui ont été aussi souvent en poste à l'étranger. J'ai aussi beaucoup de contractuels qui sont dans le domaine du numérique, dans le domaine de la data science, puisque là encore, un des enjeux pour nous, c'est le traitement des données de masse et on a besoin de recruter des personnes formées sur ces techniques très spécifique. Est-ce que l'administration a les moyens de rivaliser en matière de recrutement avec les entreprises privées ? Pour les services de renseignement, sous l'impulsion du coordonnateur du renseignement, c'est un objectif qu'on arrive presque à atteindre, d'avoir la possibilité de prendre en compte les niveaux de rémunération du privé, d'avoir des contrats publics à durée déterminée ou à durée indéterminée qui tiennent compte du prix du marché. Alors évidemment, on ne peut pas offrir plus, mais déjà qu'on offre des possibilités raisonnables, ça attire. En tout cas, à Tracfin, on a réussi à recruter des data scientists de cette manière-là. Et ça marche vraiment, Alain, des recrues civiles rejoignent les services de renseignement ? Oui, à Tracfin ou à la DGSI, il y a déjà 20% de contractuels, 25% à la DGSE, plus de 30% de civils à la DRM. Il faut dire que depuis quelques années, l'image de marque des services de renseignement s'est nettement améliorée. Les attentats, la menace terroriste, mais aussi, et Bruno Dalle le reconnaît, l'influence des films et des séries. Moi, je rêve d'avoir un bureau des légendes de Tracfin, et je pense que le jour où j'aurai un bureau des légendes de Tracfin, j'aurai encore plus de sollicitations. Mais très honnêtement, le renseignement aujourd'hui attire. Pour Tracfin, chaque fois qu'on ouvre un poste, on a des dizaines de candidats utiles, donc on peut choisir, et je peux encore bénéficier d'augmentation d'effectifs sur les prochaines années. Une tendance lourde qui va se poursuivre. Depuis 2015, les services de renseignement n'ont jamais autant recruté. À la DGSE, par exemple, on recrute entre 500 et 600 personnes par an, une majorité de contrats de 3 ans renouvelables. Alain Acco, merci. Le mondial, la Russie qui a battu l'Égypte 3-1 a quasiment son billet pour les 8e. Le journal du mondial à suivre à 8h40. Et puis l'événement dans le Var dimanche prochain, c'est le retour des Formule 1 sur le circuit Paul Ricard, la mythique piste du Castellet qui n'avait plus accueilli de Grand Prix depuis 28 ans. Nathalie Chevance. Autour du circuit, dans un rayon de 50 km, trouver une chambre d'hôtel relève de la mission impossible. À l'auberge de la Coquillière, on affiche complet, avec notamment des Japonais qui ont réservé depuis des mois. Olivier est le patron de l'établissement. Depuis pratiquement 1 an maintenant, oui. Nous avons vendu les chambres pour le Grand Prix de Formule 1, incroyable. Comme dans tout événement un peu exceptionnel, les prix sont aussi un petit peu exceptionnels. Voilà. Et la région espère 68 millions d'euros de retombées économiques. Alors le long de la Nationale 8, qui mène tout droit au Castellet, Corinne, qui tient le bureau de tabac, le pôle position, est dans les starting blocks. Une formidable chance pour la région et puis pour nous, en tant que commerçants, qui sommes sur le lieu de passage pour accéder au circuit. On a pu se stocker, oui, en vue justement de ces 4 jours de folie, puisque tout le monde annonce au Castellet qu'il y aura 250 000 visiteurs, donc il faut qu'on soit là pour pouvoir répondre. Mais d'autres commerçants exclus du parcours fléché qui mène tout droit au Castellet râlent, comme Séverine qui tient un snack. Ces 4 jours risquent d'être un enfer pour circuler. C'est dommage que tout le monde n'ait pas la même chance de pouvoir travailler. Il y a des routes qui sont barrées, qui sont réservées qu'au secours, donc est-ce qu'autour on va travailler ? C'est la grande question. En tout cas, 1500 emplois ont été créés à l'occasion de ce Grand Prix. Le Castellet, Nathalie Chevance, Europe 1. Dans un instant, notre invité, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert. Europe.